Bonsoir à tous et bienvenue pour ce débrief des épisodes 5 et 6 de Batman Autopsy. Ils ont fait le podcast, ont fait le rapport. Et non, vous n'avez pas des troubles de la vue. Il y a une troisième personne ce soir. Ce soir, nous accueillons Léna. Bonsoir Léna. Eh bien, bonsoir les garçons. J'aime bien Bonsoir parce que nous Léna de avons Comics toujours... Discovery. elle Les garçons, nous avait- oui, Ah, mais ça, elle s'appelle- ça vient de fait. Elle s'appelle ouais Oui, elle c'est- s'appelle The Discovery. C'est Elle vrai. s'appelle The Comics Discovery, C'est mon nom. ouais, c'est ça. C'est mon nom. C'est C'est un nom à particules. The Comics Discovery. C'est polluant alors comme nom. Ah, ça y est, joli. Bon, c'est pas grave. Ah la vache. En tout cas, bienvenue à toi, Léna. Nous sommes très contents de t'accueillir ce soir. C'était absolument pas prévu, hein. C'est-à-dire que on allait Oublié. faire, comme habituellement, l'émission, voilà. Puis on en a parlé au gré d'une conversation et crac, je t'ai proposé et t'es là. Voilà. Finalement, Eh bien, merci de m'accueillir. une demoiselle habitant dans un ersatz du manoir de Batman ne pouvait qu'avoir sa place dans ce podcast. Et comme à l'accoutumée, Nico, tu es là, fidèle au poste, prêt à faire feu. Comment vas-tu, mon petit Nico? À ma foi. J'ai Ton hâte de parler de... Non, j'ai hâte de parler de ces deux épisodes parce que on vient de les écouter. Moi, je les avais pas écoutés en même. Et putain, j'ai fait plusieurs fois waouh, alors que mon micro était coupé pendant l'écoutage, l'audiation. Et j'ai kiffé ma race, franchement. Oui, bon, voilà, c'était deux épisodes très sympathiques qui m'ont semblé plus courts que les autres. Alors, est-ce qu'ils sont plus Ils sont courts plus courts. factuellement? Moi, j'ai vérifié et ça fait que 20 minutes chaque épisode, alors que celui d'avant, il était à 40 minutes. Ouais, je suis pas fou, mais du coup... Non, moi, c'est vrai que la première fois que je l'ai écouté, quand ça s'est fini, je fais « Déjà ?» Mais en même temps, non, le fait qu'il y ait du coup un peu d'action, c'est pas déconnant. S'il y avait trop, ce serait... Nico n'est pas d'accord, il remet en question, mais... Les 3 et 4, c'était les 3 et 4 qui faisaient 40 minutes en tout. Ah, bah peut-être que les Mais, premiers, ils faisaient un peu... Non, pas en... Commençait en tout. Ouais, il faisait 40 et 40. Le premier faisait une trentaine de minutes. Oui. Ça, je me souviens. Le deuxième faisait une vingtaine de minutes. Et vous dites que le troisième et le quatrième, ils faisaient chacun 40 minutes. Le troisième C'est quoi, sûr, le quatrième, il devait faire pareil, à peu près. Eh ben, dis donc. En tout cas, on peut s'accorder à dire que dans les épisodes 1-2 qui nous avaient absolument époustouflés, le 3 et 4, pardon, on était d'accord aussi pour dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette direction, mais on était emballé par le truc quand même. On avait fait moult théories. Oui, on a... Totalement. On avait fait moult théories qui se sont révélées à moitié vrai, à moitié faux, mais surtout très faux. Et on va commencer donc par dire effectivement notre avis sur ces deux épisodes, tout en essayant de faire le pitch. Là, pour le coup, on va complètement spoiler les 4 épisodes d'avant parce qu'on arrive à un moment où c'est plus du tout possible. Nico, tu peux nous faire le pitch? C'est pas que je veux pas le faire, c'est que le pitch, les épisodes 3 et 4, j'en ai un vague souvenir. Je sais qu'on suivait Montoya et Barbara Gordon, qui sont des inspectrices du Gotham, du GCPD. Et j'adore dire GCPD, je me crois dans la série Gotham avec classe, Gordon et Belloc GCPD. J'adore. Bien que la série ait pris une tournure tout à fait inattendue, pour ceux qui l'ont vu jusqu'au bout. Non, qu'est-ce que je peux dire, on en est où? J'ai un souvenir très vague de l'épisode 3 et 4, vraiment. Non, c'est vrai. En gros, dans les épisodes 1 et 2, on a un Batman qui est dans une dimension complètement différente de ce qu'on connaît. Il est, j'allais dire éventreur, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Il est médecin légiste. Voilà. Il enquête sur les assassinats, les meurtres du moissonneur qui sévit sur Gotham. Il a une espèce de comment dire, de commis d'éventration qui s'appelle Kale, je crois, elle s'appelle. Et c'est ça. Et du coup, bon voilà, ils enquêtent sur le moissonneur. Il se fait un point d'honneur
à trouver le moissonneur. Il se rend compte au fur et à mesure que le moissonneur épie sa famille, et ils arrivent jusqu'à Saplanque, une bagnole dans un parking où apparemment il y vit, quoi, le fameux Sturk. On apprend qu'il est cannibale, on apprend qu'il prend comment dirais-je, des éléments des victimes qu'il met sur d'autres victimes. Bref, le gars partage les organes d'un peu tout le monde. Donc on est dans un truc ambiance Seven, bien poissarde, bien dégueulasse, et nous arrivons dans les épisodes 3 et 4, avec effectivement, comme tu le disais, Barbara Gordon qui discute et qui débriefe du moissonneur, mais aussi du décès de Bruce. Donc on a vraiment l'impression d'être dans une dimension parallèle. Mais si je puis me permettre de faire un rajout à ce que tu dis, ce que tu viens de dire sur les débuts de l'épisode 3, parce que là on en est à l'épisode 3, dans ce que tu te racontes au niveau du pitch, on a l'impression, et on a tout de suite eu l'impression, quand on l'a écouté, cet épisode 3, on avait la sensation d'être dans un moment bulle par rapport à l'épisode 1 et 2. Quelque chose de totalement à part. On se demandait d'ailleurs en quelle direction ça allait prendre. Et c'est ça qu'il en est ressorti de l'écoute des c'est-à-dire que 3 et 4. C'est-à-dire que même dans le ton, c'était différent, quoi. Totalement dans le ton, même dans la mise en scène, j'ai trouvé dans le rythme. Et puis, on a vraiment... Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'on avait l'impression d'être dans une autre série. Mais quand même, il y avait de ça. Il y avait des moments où on se demandait vraiment... Ouais, c'était ça. C'est pas inintéressant parce que ils ont été... moi, je les ai bien aimés, mais c'est vrai qu'ils étaient en deçà, je trouve, qualitativement, ces deux derniers épisodes. Un petit peu en deçà. On va pas non plus cracher dans la soupe. On apprend dans cette dimension, entre deux grosses guillemets à ce moment-là, que on a le moissonneur qui sévit quand même dans ce Gotham. On apprend que ce qui motive surtout Barbara, c'est donc le décès de Bruce qui est censé être décédé pendant un crash d'avion, son avion d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il s'est piloté et il est blindé de thunes. Donc à un moment donné, c'est son avion. Hein. Et donc, l'enquête est un peu basée là-dessus. Barbara comprend très vite qu'il y a un problème, que tout a été falsifié, qu'il y a un souci, et elle va s'enticher du seul qui peut se gargariser d'être aussi intelligent que Bruce, en la personne du Sphinx à Arkham, qui l'appelle pour lui dire que, comme elle, il ne croit pas à la mort de Bruce. Il a deviné tout de suite, de toute façon, que Bruce était Batman et que on peut faire fi des convenances et du fait que normalement il n'est pas censé savoir pour aller au-delà de ça et donc enquêter sur la prétendue mort de Bruce. Et on arrive vraiment à ce moment-là, donc dans les épisodes 5 et 6 qu'on a écoutés. Personnellement, et après je vous laisse la parole, j'ai trouvé que ces épisodes-là étaient vraiment, vraiment très bons. On part sur encore une autre ambiance. Là, et c'est à mon avis pour ça aussi qu'on est sur un rythme, un rythme effréné et surtout des épisodes très courts, parce que justement, là, on est beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans l'enquête. Et je trouve que c'est pas du tout déconnant par rapport à ce que ça dit. Après, bah, du coup, je suis forcément resté sur ma faim, parce qu'on a moitié moins d'épisodes en termes de temps. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir les autres. Mais je reste un peu sur ma faim et du coup, je suis un peu déçu, même si on a quand même, et on le verra au cours de ce débrief, des réponses à nos questions. C'est clair. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi, si je puis me permettre, hein, Léna, j'ai beaucoup aimé ces deux épisodes, beaucoup plus, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que les épisodes 3 et 4. J'ai retrouvé, alors sans en dire trop maintenant, parce qu'on va, lors du déroulé, on va forcément parler de tout ça, mais j'ai retrouvé déjà l'ambiance, un peu le ton, comme tu disais tout à l'heure, des épisodes 1 et 2. Alors déjà parce qu'il y a des personnages qui reviennent, en fait. Il y a d'autres qui apparaissent également. Et c'est drôle parce que je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, j'ai eu la sensation parfois de voir des cases de comics dans ces deux épisodes. Selon les scènes qui étaient décrites, j'avais l'impression clairement de les voir en comic strip. Et j'ai vraiment kiffé parce que on a vraiment affaire à ce qu'on... Oui, on a vraiment affaire à ce que moi j'aime des comics de super-héros et de Batman en particulier.
dans ces 2 épisodes. Et c'est un tour de force, je trouve, parce qu'on est sur des épisodes audio et qui nous ont montré avoir énormément de choses, justement. C'est ça qui est paradoxal. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, j'ai kiffé ces épisodes, à tout point de vue. Je pense que tu as aussi cet effet comics par rapport au fait que, comme je le disais, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de bagarres, et du coup, tu es obligé de te visualiser, de te les imaginer. C'est possible. Tout à Et fait. je pense que ça contribue à ça. Et toi, Léna? Bah, moi, j'ai vraiment adoré ces 2 épisodes. Alors, avec une toute petite préférence pour le 5, si je devais choisir, parce que dans le 6, il y a 2-3 petites choses dont on parlera qui m'ont gêné, mais où je me pose des questions. Et le 5, vraiment, il y a une scène qui prend quasiment tout l'épisode, qui est entre ce duo de personnages que j'ai trouvé vraiment qui montait en tension, en pression petit à petit, et qui, moi, m'a vraiment tenu en haleine jusqu'au final, avec des performances qui sont, je trouve, quand même assez exceptionnelles pour te rendre autant accroché à ce qui se passe. Et ouais, j'ai bien aimé retrouver un peu le ton un peu plus sombre, un peu plus prenant que les 2 premiers épisodes. Parce que c'est vrai que dans le 3 et 4, j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais vraiment envie de voir la suite, mais j'étais moins prise aux tripes par l'ambiance que les 2 premiers, où les 2 premiers, c'était impossible de lâcher tellement j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à la suite, quoi. Carrément. Et c'est d'autant plus jouissif que les 2 premiers, c'est un univers que tu connais absolument pas. Donc Et c'est ouais, c'est hyper ça. risqué, quoi. Et je veux dire, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont... J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, mais s'il y en a. Mais genre, qu'on pas... Alors, je sais que dans les commentaires, d'ailleurs, il faut que j'y réponde. Il y a un mec qui avait pas du tout accroché. Je me souviens plus de son nom et j'en suis désolé. Et du coup, qui avait pas été plus loin. Mais je pense pas que c'est pour la raison que ce soit une dimension qu'on connaît pas. Enfin, en tout cas, un truc qu'on connaît pas. Mais je serais curieux de savoir si le fait qu'il soit médecin légiste, ça en a déstabilisé plus d'un ou pas, en fait. Mais du coup, voilà. Et l'interaction dont tu parles, je pense comprendre laquelle est. Et je trouve ça très cool parce qu'on en reparlera aussi, mais le fait qu'ils essaient de te perdre pour te retrouver, enfin, ils se jouent de nous, et moi, ça, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et il y a un truc un peu qui se passe, c'est qu'on a vraiment, quand on arrive à la fin, un peu, j'ai l'impression comme si des pièces de puzzle qui s'emboîtaient d'un coup et tout devenait beaucoup plus clair. Et tu te dis, mais oui, bien sûr, en fait, c'est ça, quoi. Complètement. Et puis, ce que vous dites tous les deux, c'est typiquement les ressorts des séries policières qu'on aime. Et on recentre, en fait, on a l'impression, avec ces 2 épisodes, qu'on recentre le curseur sur, même s'il y a beaucoup d'action, mais il y a énormément de ressorts des séries policières, et on recentre le curseur sur le Batman détective, mine de rien. Surtout sur le 4e épisode, enfin sur le 4e épisode, sur le 6e épisode, dont on va parler tout à l'heure. Mais ouais, je trouve que c'est hyper intelligemment fait, que ça distille des petits trucs comme ça, effectivement, qui te perdent, mais en même temps, une fois que les choses, comme tu dis, se remettent ensemble, ça prend tout son sens. C'est extra, je trouve. Ouais, c'est vraiment top. Vraiment. Et puis, il se joue de nous aussi sur le fait que même des trucs que je vois venir et que je trouve tout naze, enfin tout naze, en tout cas moi on verra ensemble, mais en tout cas moi qui m'embête, au final ils arrivent à retomber sur leurs pieds, et le fait que, enfin, non, finalement ils prennent la direction que je voulais, et c'est super cool, quoi. On en reparlera. On commence, si vous voulez bien, le dérouler. On commence l'épisode 5, pas du tout où se terminait l'épisode 4, puisque on revient à une fin d'épisode précédent. Du coup, j'imagine que c'est la fin du 2, si je dis pas de conneries. Du 2, ouais, tout à fait. Puisqu'on revient à la planque de Sturk, et donc à la voiture dans le parking. On entend des bruits de chauve-souris, on entend des coups de feu, on entend qu'on est à Park Row, qui est quand même le lieu emblématique où les parents de Bruce sont morts, dans la dimension qu'on connaît en tout cas. Et on entend encore une fois cette référence au fantôme gris, dont je ne me lasse absolument pas. Et du coup, toi, tu l'as pas, cette référence-là, Léna? Et non. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Eh ben, en fait, le fantôme gris, c'est dans... je sais pas si ça fait partie d'autres choses, mais en tout cas, nous, on le connaît par rapport à la série animée. Et en fait, c'était effectivement le héros que Bruce regardait à la télé quand il était petit, quoi. D'accord.
Et l'anecdote aussi, c'est que dans la série animée, il devient un personnage apparent. L'acteur, l'interprète du Fantôme Gris de la série, du feuilleton que suivait Bruce Wayne, va devenir un partenaire de Batman dans la série animée. D'accord. Sur un court moment, mais... Ouais. Mais sur un épisode, en fait, c'est consacré, je crois de mémoire qu'il y a... je crois que c'est exactement cet arc-là, presque, que reprend Sean Murphy, puisqu'on voit dans Harley Quinn, si je dis pas de conneries. Donc c'est Matteo Scalera, là, je crois. Et puis, donc, Sean Murphy, où on enquête sur des gens de l'ancien temps, en termes d'acting, qui sont en train de se faire tuer, et il va interroger chaque personnage, et le Fantôme Gris dedans. Donc, et de mémoire, je pense que l'épisode de Batman la série animée, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se font tuer, et lui, il est dedans, quoi. Donc, voilà. Et c'est génial, parce que même le personnage du Fantôme Gris a pété la classe. C'est pareil, c'est un pseudo Batman, en fait. C'est Batman avant l'heure, et c'est Batman qui s'identifie à un héros, quoi. Donc c'est très très cool. Donc on entend le Fantôme Gris, on entend que son père, si je dis pas de bêtises, le réveille. Il est au manoir, il s'est endormi apparemment dans la bibliothèque. Lui, il pense que Kel l'aurait déposé, mais on sent qu'il n'est pas du tout sûr de ça. En tout cas, il s'est retrouvé dans la bibliothèque. Il y a à son chevet, à ses côtés, Martha et Thomas, qui essaient de le raisonner. Puisque lui dit que voilà, il a enquête sur Stur, que il a eu une crise d'angoisse et qu'apparemment il s'est évanoui. Du coup, Thomas, qui est médecin, essaie d'en savoir plus. Il se demande comment ça s'est passé. C'est pour la première fois, il lui parle de chauve-souris. Il met ça sur le compte du stress et du sommeil. Là, il lui parle en tant que père, mais aussi en tant que médecin. Et il lui explique donc qu'il était dans un parking en train d'enquêter là-dessus. Il lui demande pourquoi lui doit l'arrêter absolument. Et il lui dit que c'est pas son rôle. Ça, j'aime beaucoup. Il lui dit que c'est pas son rôle. Et comment il s'appelle ? Bruce lui répond que plus personne ne doit souffrir. Et tu sens que ça, c'est quelque chose qui obnubile Bruce Wayne en permanence, sans qu'il sache vraiment pourquoi, le fait que plus personne ne doit souffrir, quoi. Il y a ça, et puis juste avant aussi, moi, il y a quelque chose qui m'avait interpellé quand son père lui dit, mais il faut que tu te souviennes, il faut que tu sortes ça de ta tête pour le formaliser. Et on a l'impression que par ces mots, que prête Bruce, du coup, on va voir par la suite, en fait, que prête Bruce à son père, on est dans quelque chose d'onirique, quoi. On est comme une espèce de rêve, comme quelque chose de... Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue, quoi. Là, on assiste clairement, et ça annonce ce qui va se passer après, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. On a l'impression que le fait qu'ils disent que son esprit essaie de lui dire quelque chose, c'est ça qu'il dit, en fait, à un moment donné. Il dit, ton esprit essaie de te dire quelque chose, fais-le sortir. Et là, on a l'impression que c'est Bruce qui prête ses mots à son père, et qui annonce la suite dont on va parler plus tard, effectivement. Et moi, ça m'a vraiment marqué à ce moment-là, parce qu'on a l'impression que le Thomas, il sait, donc le personnage, il sait qu'il est pas réel, en fait. Il sait qu'il est, il est juste là dans la conscience de Bruce, et voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Léna, mais pour le coup, moi, je voyais vraiment Martha et Thomas, alors on va révéler ce qui se passe après, bien sûr, mais comme la conscience de Bruce qui lutte justement contre celui qui essaie de lui tirer les verres du nez, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète aussi, avec le recul de tout ce qu'on a appris. Oui. Et puis, ce moment-là, précisément, moi, avant de savoir ce qui allait se passer ensuite, ça m'a interpellé, quoi. Je me suis dit, là, il y a une clé à quelque part, il y a quelque chose il y a un truc qui nous est dit là. Il y a plein de trucs un peu comme si c'était, comment dire, comme s'il y avait des fausses notes qui te disent, il y a un truc qui colle pas, qui est pas normal, quoi. Il y a un truc, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, il finit par lui dire ton esprit essaie de te dire quelque chose, écoute-le. Et il y a vraiment des phrases qui sont très bien écrites, justement, parce que tu as l'impression qu'elles sont dans le contexte, mais en même temps qu'elles en sortent. Et du coup, qui te dit quelque chose, mais qu'en fait, il parle d'autre chose. Et cette discussion-là, elle est constamment là-dessus, en fait. Et je trouve qu'elle est, comme tu dis,
plus qu'en fausse note, elle est en demi-note, en fait. C'est-à-dire qu'il lui dit des trucs qui peuvent aller dans la conversation, mais en fait, qui peuvent aussi dire autre chose. Ouais, avoir un double sens. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant et ça marche forcément, quoi. Il finit par lui dire, d'ailleurs en colère, il lui affirme, il lui demande pas encore une fois son avis, il le somme d'aller voir le docteur Hunter. Et du coup, là encore, moi j'y vois le fait que sa conscience lui dit qu'il faut qu'il aille voir le docteur Hunter, il y a quelque chose à trouver là-bas, quoi. Où ça se trouve, enfin, avec ce qu'on sait de la suite maintenant, sa conscience lui dit qu'il est déjà sous l'emprise du Dr Hunter par rapport à sa première visite. Bien sûr. Et que ce qu'on va avoir ensuite, ça va être la confirmation de ça, et c'est ouf, je trouve, parce que ça distille encore des petits trucs, enfin, c'est très bien fait, franchement. Chapeau, les gars. Chapeau, les gars. Il va donc voir le docteur Hunter avec la ferme intention de lui demander de mettre fin à tout ça. Il lui faut des médicaments, machin. Et là, ça m'a un peu fait rire parce que du coup, le médecin, donc le docteur Hunter, lui dit que ça mettrait fin aux symptômes. Non, pardon, que ça mettrait fin aux symptômes, mais pas la cause, quoi. Et donc... il lui demande, pardon, excusez-moi, si ces symptômes se sont manifestés avant le moissonneur ou pas. Et du coup, au début, il essaye un peu de noyer le poisson en disant que oui, et puis finalement, non. Ça fait un petit moment qu'il a des absences, ou plutôt des souvenirs lointains. Il explique par exemple qu'il se retrouve au petit-déj, il prend ses clés et il part, et l'instant d'après, il se retrouve dans son lit à repenser à une journée qu'il n'a pas eue, en fait. Donc oui, bon, parce qu'il dit qu'il a pas de souvenirs, il dit que c'est juste des sensations en fait. Quand il parle de ses souvenirs lointains, c'est ça. Il dit j'ai l'impression que c'est un passé mais qui n'a pas existé, que je ne connais pas, que j'ai jamais, et que je le ressens seulement. C'est des sensations qu'il a, et là commence en fait la dégringolade, j'ai envie de dire, vers ce qu'on va découvrir plus tard, quoi. Mais alors justement, Elena, vu que tu es extérieure jusqu'ici, en tout cas avec nous sur le podcast, est-ce que toi aussi, tu avais eu l'idée de te dire, mais en fait, c'est Bruce le tueur, quoi? Je m'étais posé la question, oui. Pour moi, c'était une des hypothèses, oui. Mais j'avoue que les épisodes suivants m'avaient tellement un peu... Les 3 et 4 m'avaient un peu tellement laissé perplexe que je savais plus trop... on s'était un peu éloigné, justement, de Bruce. Et j'étais un peu perdu là-dessus. Parce que justement... Pardon. Non, mais justement, quand il dit quand il commence à dire qu'il a des absences, tout ça, là, moi, il y a eu une vieille réminiscence de... Ouais. Attends, en fait, c'est vrai. Et ouais. Tu vois, presque peur, en fait, de te rendre compte que en fait, c'était bon, quoi. Et je trouve, encore une fois, qu'il joue avec ça. Le scénariste, il joue avec ce sentiment-là. Et du coup, je trouve que c'est vraiment hyper bien dosé. Oh, vas-y, continue. Du coup, il lui demande de penser donc à son autre vie, entre de grosses guillemets. Il demande s'il y a eu... Non, pardon. Comment il s'appelle ? Bruce dit que généralement, il pense presque à une vie qu'il n'aurait pas eue, à des fêtes d'anniversaire que sa mère lui aurait organisées. Apparemment, il aurait eu beaucoup d'argent dans une grande maison. Alors bon, après, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus grand qu'un manoir, hein, puisqu'il est dans un manoir. Ouais, mais il dit que ses souvenirs ont quelque chose de factice, un peu, que il pense qu'il y a un truc qui va pas, ouais. Et du coup, il dit aussi que dès qu'il pense au passé, c'est vraiment de la tristesse. Il ressent de la tristesse. Ouais, c'est ça. Et puis je trouve que ce podcast, en tout cas, surtout là, avec les épisodes 5 et 6, sont dans la droite ligne de ce qui se fait sur Batman depuis quelques années. Que ce soit dans Rebirth ou même avant New 52, où on va s'immiscer dans la psyché de Batman, Bruce Wayne, et on va s'interroger sur le rapport que les deux entretiennent l'un avec l'autre. Et je trouve que on a eu de bonnes surprises dans les comics, mais ça s'est souvent essoufflé, je trouve, cette idée-là. Et je trouve que là, en tout cas, avec les épisodes 5 et 6, c'est
pour ça tout à l'heure aussi que je parlais, c'est pas que par rapport à l'action, mais parce que c'est quelque part aussi ce qui... C'est très comics dans ce qu'on a vu ces dernières années, je trouve, dans Batman, quoi. Et après, dans les autres super-héros qui ont repris ce refrain, quoi. Mais ce côté psychologique très important, savoir le rapport entre les deux, quoi, entre Batman et Bruce Wayne. Et, ouais, on est... Mais là, je trouve que du coup, le secret, c'est vraiment le format pour que ça marche, en fait. Parce que sinon, bien sûr. le fait d'essayer de trouver des autres solutions que de le montrer, ça marche forcément mieux, en fait. C'est-à-dire qu'au cinéma, le même scénario aurait pas eu du tout le même impact, en fait. Non, c'est sûr. Parce qu'on t'aurait pas autant baladé et on t'aurait pas forcément montré ce que on t'a fait écouter, quoi. Le docteur Hunter lui demande de répondre du tac au tac. Il lui demande si, en gros, ils étaient là au diplôme, s'ils étaient là aux anniversaires. À chaque fois, la réponse est oui. Est-ce qu'ils lui ont appris à conduire? Et là, il dit non, c'est Alfred. Et sauf que Alfred n'est pas censé exister, en fait. C'est ça. Donc même lui... Il le dit, je ne connais pas d'Alfred, je ne sais pas qui c'est. C'est ça. Et donc lui-même est mis face à ça, quoi, au fait que effectivement, là, il y a un nom sur son oubli, quoi. Il y a un prénom sur son oubli. Ça, pour moi, c'est la première vraie rupture. Avant, on avait un peu des prémices, des suppositions. Et là, vraiment, la mention d'Alfred, c'est un peu ce qui nous fait basculer. On a un lien qui se tisse entre ces deux univers qu'on aurait pu penser qui n'allaient pas se croiser spécialement, quoi. Puis pour le coup, avec le prénom d'Alfred, là, il n'y a plus de doute, quoi. Oui, c'est ça. C'est sûr et certain, et surtout, c'est un univers que nous, on connaît, quoi. Il lui demande, puisqu'il est en train de tapoter, comme à son habitude, un espèce de rythme. Il lui demande si c'est peut-être un rythme de piano, peut-être. Alors, on se posait la question si effectivement c'était les notes de piano qu'il fait pour rentrer dans la Batcave. Alors, j'ai réécouté vite fait sur YouTube. Si c'est bien cela, non, en fait, ça correspond pas du tout, hein. On est plus dans la fausse note, alors que là, c'est vraiment une mélodie. Donc une mélodie que lui a appris Alfred, et je trouve ça d'autant plus chouette par rapport à ce qu'on va apprendre derrière, que ce soit une mélodie qu'Alfred lui a appris, quoi, puisque ça nous montre encore plus les liens qu'il a avec Alfred. Il lui demande donc, il lui prescrit, le docteur Hunter prescrit à Bruce de prendre sa voiture, de se rendre sur le port, de prendre un verre de vin et de regarder les bateaux, d'aller à Park Row, d'aller voir un film. Et à Park Row, il tique un peu et il comprend pas trop pourquoi. On comprend très vite qu'en fait, il s'en va. Avec les sons, il s'en va de chez le Dr Hunter. Il se retrouve dans une rue. On entend des sirènes, on entend des voitures passer à côté. Et puis il prend son téléphone pour appeler sa mère. Et sa mère qui lui répond, elle lui dit le mot Park Row. Il comprend pas ce qui se passe. Il réentend des sirènes, des chauves-souris. Il commence à un peu perdre la tête, en tout cas s'enfoncer. Il a paniqué un peu. Moi, je l'ai ressenti un peu comme un sentiment de peur, quoi. Et là, pour le coup, vraiment, il commence à flipper, ce qu'il n'y avait pas jusqu'ici. Il subissait plus que là, il commence à être un peu effectivement paniqué. Il rappelle sa mère et il tombe sur le docteur Hunter. Et alors, c'est autant dire, moi j'ai adoré au niveau du son, parce que il lui dit qu'il a besoin d'aide, alors qu'il l'a repoussé jusqu'ici, le docteur Hunter. Là, pour le coup, il comprend vraiment qu'il y a un problème et qu'il y a un problème autour de sa psyché. Et du coup, il lui demande son aide. Et en fait, au niveau du son, on passe vraiment d'un son, transistor téléphonique à un son où il est à côté de lui. Et même nous, on s'est fait berner. Et je trouve ça très, très fort. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je me suis fait embarquer complet. Je pensais vraiment qu'il était parti à Park Row, qu'on avait totalement changé de scène. Et ce truc de le retrouver comme ça, il y avait plein de sons différents qui t'induisaient dans tous les sens, les chauves-souris, les sirènes, on entend un peu la petite boîte de cachet à ce moment-là. Il y avait plein de choses qui t'assaillent de partout et t'essayes de comprendre. Et c'est vrai que cette panique de Bruce, ça te prend un peu toi aussi. Tu paniques un peu avec lui, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Et franchement, j'ai été totalement emballé par cette scène. Et puis t'as l'impression de t'être fait avoir comme lui, quoi. Ah ouais, c'est clair. Nico. C'est-à-dire que tu commences à comprendre des choses et
T'arrives pas. Moi j'ai eu un bug à un moment donné qui va disparaître très rapidement la scène d'après, en fait, quand je te laisse continuer, mon petit Jules. Parce que pour que je puisse continuer mon idée, en fait. Bien sûr, pas de souci. Donc, effectivement, il a une boîte de cachet d'antipsychotiques de Sturk où il y a marqué prescrit par Hugo Strange. Et alors ça m'a fait rire aussi parce que il anticipe aussi tes réactions en tant qu'auditeur, je pense. Puisque là, moi, en tant qu'auditeur, je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Il a eu où ce flacon d'antipsychotique où il l'a chopé? Et tu vas comprendre après que son esprit l'a inventé pour se souvenir que Hugo Strange est dans le truc. Et je trouve ça hyper cool que même ça, même un truc où je me suis dit, je me souviens d'une série en l'occurrence, où je m'étais dit, putain, mais c'est trop nul, c'est vraiment trop nul ce qu'ils ont fait, c'est vraiment naze. Et puis 2-3 épisodes plus tard, t'as la réponse et tu te dis, putain, mais c'est trop bien. Et changer du tout au tout comme ça, avoir une espèce d'ascenseur émotionnel, alors là, pas sur quelques épisodes, mais sur quelques secondes, quelques minutes, je trouve que c'est vraiment bon d'arriver à jouer là-dessus, quoi. Cette série, entre parenthèses, c'était Buffy contre les vampires. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai pas vu. Mais en gros, il y a un moment donné, alors je spoil un peu, mais il y a un moment donné où il y a en fait, t'apprends qu'elle a une sœur, d'un seul coup, et tu sais pas pourquoi. Et tu trouves ça complètement con parce que ça fait 4 saisons qu'il est passé et puis t'as jamais vu sa sœur. Et en fait, tu vas apprendre que c'est une secte ou un truc dans le genre qui, pour cacher une clé, a inventé cette sœur-là de toutes pièces et qu'on a caché la clé à l'intérieur. Et du coup, ça se justifie par le scénario que tu l'apprends au bout de 4 saisons. Et je trouve ça mortel. Ouais. Je suis passé de c'est de la merde à c'est génial. Donc voilà. Strange révèle à Batman qu'il a besoin de se souvenir, qu'il veut se souvenir, et que il pensait on n'a pas dit que il le cacherait dans le meurtre de ses parents, puisqu'effectivement, il comprend que c'est Batman à ce moment-là. C'est ça? Mais c'est surtout qu'on comprend que Strange s'est fait, enfin que le Dr Hunter s'est fait passer pour Strange. Sûr. Tout à fait. C'est surtout ça qu'on comprend. Et oui, mais ensuite, ça tu le comprends après. Enfin, tu comprends après, non, qu'il y ait le son de la mort des parents et tout, ou toi tu l'as compris avant? Bien sûr. Ah, bah, moi, à partir du moment où il parle à partir des pilules. Bien sûr. Des pilules, il n'y a plus aucun doute. Bien sûr. C'est ça, bien sûr. Et puis effectivement, là, on se rend compte, comme tu dis, que Strange, du coup, sait que Bruce Wayne est Batman. Et là, on raccroche avec la continuité, quoi. C'est-à-dire avec ce qu'on connaît, en fait. Et moi, j'ai eu la sensation d'avoir un petit peu un micro-deuil ou un micro-choc émotionnel, parce que je me suis dit, bah merde, je me suis pas dit tout ça pour ça, parce que j'ai pas été déçu, mais non, mais je comprends un ascenseur comme ça qui montait, puis d'un coup, bam, tu fais, putain. Alors, encore une fois, en termes d'ascenseur émotionnel, je trouve qu'on y est grave parce que moi, j'ai été hyper partagé. J'étais hyper partagé parce que André Dussolier en Doctor Strange, putain, et j'étais à fond dedans. Mais en même temps, je me suis dit, putain, attends, là, on va te dire que le grand méchant du truc, finalement, c'est Doctor Strange et c'est pas le moissonneur que je kiffe en une scène du début du premier épisode qui m'a juste retourné cette scène. T'es en train de me dire que ce mec-là, finalement, ça va être qu'un petit blaireau, une arme, un sous-fifre de Doctor Strange. C'est juste pas possible. Et on va apprendre plus tard que non, qu'effectivement, le grand méchant, ce sera le moissonneur. Et j'en étais hyper content. C'est de ça dont je vous parlais, en fait. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as un peu cette dualité d'être content parce que tout se met en place et tu raccrochais d'un coup les wagons entre les 2 premiers épisodes et le 3 et 4. Et d'un autre côté, ça ce truc du ah ouais, mais le concept des 2 premiers épisodes était tellement prenant. Ok, au début c'était déroutant, mais une fois que tu l'avais accepté, c'était tellement prenant, cette traque, un peu cette tension qu'on avait quand le méchant appelait, il y avait tout ce truc et tu dis ah non, finalement c'était qu'un rêve. Est-ce qu'on arrivera encore à avoir cette dynamique un peu de proie, enfin de celui qui traque sa proie? Et c'est vrai que tu as un peu cette dualité. Mais c'est tellement bien fait que je pense que de toute façon, la suite sera à la hauteur. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, je trouve que ce qui te donne envie d'aller voir la suite, bon, déjà, de toute façon, on aurait eu envie d'aller voir la suite, faut pas se mentir. Mais ce qui te donne d'autant plus l'envie, c'est que je trouve qu'à la fin de l'épisode, enfin de l'épisode 6,
justement, il y a cette traque qui reprend. Mm, mm. Et avec ce tueur implacable. Et du coup, c'est vraiment topissime, quoi. Pour la première fois, on parle de clé mémorielle. C'est donc Strange qui y fait allusion, Strange/Enter. Il fait revivre ce petit salopard. Il fait revivre la scène de la mort de ses parents à Bruce. Alors bon, on a tout. Hein. Les perles, les coups de feu. Non, mais tenez, prenez tout, laissez-nous tranquilles. C'est festival international. Hein. Donc il subit forcément la scène, ce qui est complètement logique. Il comprend que la clé n'est pas la mort de ses parents, mais plutôt la mélodie. Il lui demande qu'est-ce que c'est que cette mélodie, qu'est-ce que c'est que cette chanson. On a un Bruce qui dit non, non, non. Déjà, il change de ton, Pépère. Et on apprend que la mélodie au piano est une mélodie que Alfred lui a appris quand il était plus jeune. Et alors, j'ai trouvé cette scène hyper intéressante. En 2 phrases, j'ai compris un truc que je n'avais jamais compris jusqu'ici. Ou en tout cas, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qu'ils veulent dire. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Moi, j'ai toujours vu Alfred comme quelqu'un qui veillait sur Bruce. Pas forcément sur quelqu'un qui l'entraîne à devenir celui qui va être. D'accord ? Mais je trouve que pour une simple idée de piano, se servir de ses parents pour qu'il arrive à ses fins, c'est-à-dire, il n'arrive pas, en fait, il se démotive du piano des notes qu'il n'arrive pas à faire, et il se sert de ses parents puisqu'il dit est-ce que votre mère aurait été fière de vous, ou un truc dans le genre, si vous vous étiez arrêté là? Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, peut-être que toute sa vie, tout son profil s'est fait par rapport à Alfred, qui était constamment là pour lui dire comment votre père ou votre mère l'aurait pris. Est-ce que vous trouvez qu'ils auraient été fiers de vous à ce moment-là? Est-ce que vous pensez qu'ils se seraient découragés, eux, s'ils étaient encore là? Et en fait, je me suis aperçu que peut-être, en tout cas dans ce monde-là, Alfred, vraiment, s'était servi de sa culpabilité pour le faire avancer. Et pas en avoir fait un truc qui te plombe et qui te laisse au fond. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est une théorie à chier. Non, mais... Oui, c'est une théorie à chier. Non, moi, j'ai pas pensé à ça, mais c'est pas déconnant ce que tu dis. Moi, quand il a dit ça, je me suis rappelé, moi, quand j'étais petit, quand mon père est décédé, ma mère, elle me disait des choses comme ça. Et je suis pas sûr que c'était une autre façon de me dire qu'il faut que je le fasse de toute façon. Et c'était pas juste, enfin c'était pas non, mais je dans un autre but que celui-ci. C'est l'éducation. Non, mais je parle pas d'intention de quand je dis culpabiliser, c'est finalement se servir de cet événement tragique pour t'élever plutôt pour que t'élever. de Oui. Ouais. Je suis pas. On sait pas. pour t'aider dans ta construction, quoi. Mais après, oui, ou parfois c'est juste parce que y a un moment donné, les parents, ils ont envie que le gamin il fasse le truc, coûte que coûte. Tu vois, comme quand tu fais à ton gamin une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Tu vois, ils sont contents, quoi. D'accord. Sur le coup, pour que l'acte éducatif soit fait dans les médias. Enfin, réussisse, quoi. Et ça n'a pas forcément d'incidence consciente pour le futur. Mais je vois ce que tu veux dire et je trouve ça intéressant. Je vais y réfléchir. Merci. En tout cas, il lui dit que Hunter, c'est finalement l'homme qui va cambrioler Bruce Wayne. Très bien cette phrase, je trouve. Oui. Cette phrase, elle est mortelle. Ouais, elle est. Exactement ça. Ouais. Bruce lui dit que c'est trop tard parce que vous avez peut-être ce que vous voulez, mais moi aussi. Vous étiez obligé de m'endormir pour me faire revivre ça. Vous étiez obligé pour ça de me faire me souvenir qui j'étais. Le problème, c'est qu'en réveillant l'un, il a forcément réveillé l'autre. Et c'est le réveil de la bête. Puisque Batman... je trouve que c'est à ce moment-là qu'il prend vraiment le dessus, qu'il prend vraiment le contrôle sur Bruce Wayne, même si on va voir que là, il s'échauffe. Hein. Il va bondir, Pépère. Et juste pour revenir sur cette phrase-là,
C'est vrai que ou quand il dit je suis l'homme qui va cambrioler Bruce Wayne, c'est vrai que quand tu sais pas en fait ce qui va se passer après, que oui effectivement il y a une histoire de cambriolage. Moi c'est vrai que sur le coup je l'ai vraiment pris au sens littéral de je t'ai un peu volé toute ta conscience, je t'ai un peu cambriolé tous tes souvenirs pour accéder à ce souvenir Ah bah précis moi au c'est début, pareil, hein. Ouais, voilà. carrément, Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant ce double sens de cette complètement, phrase. complètement. Il lui précise que de toute façon, trop tard ou pas, dans un instant, il sera mort. Paf, coupure, on revient exactement à la fin de l'épisode 4, pour le coup, donc Tout à dans fait. la réalité qu'on connaît, où, pour rejoindre finalement les deux bouts, hein, clairement, alerte de proximité, intrus, on a 2 mouvements. Donc effectivement, les mouvements, nous on le sait, c'est le Sphinx et Barbara. On retrouve la phrase, de toute façon, après, ce qu'on fera, c'est qu'on tuera Bruce Wayne. Hunter débarque, faites ce qu'il y a à faire et débarrassez-vous de Wayne. Lui, forcément, il revient à lui, en fait. Hein. S'ensuit une bagarre, un échauffouré. Mais vraiment, et on retrouve toute la bestialité de Batman et toute sa vivacité aussi, puisqu'il bouge comme un dingue, quoi. Ils n'arrivent pas à le choper. Ils se jettent sur eux, on entend des coups et les coups font mal, pour finir par le fameux « Je suis Batman ». Et ça... Et ça... Ah ça c'est... Voilà, ça fout les poils quoi. J'ai mouillé ma culotte quoi. Ça. Je change de pyjama. Non mais c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper jouissif. Ouais. Donc il a une voix, alors il a une voix trafiquée et donc on en parlait en off tout à l'heure. Donc je vais redire ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais moi c'est aussi là où je me suis rendu compte d'un truc, c'est-à-dire que moi jusqu'ici quand je lisais les comics ou quand je regarde dans la série animée, il se changeait pas sa voix. Dans tout ce que j'avais regardé, il changeait pas sa voix. Dans les comics que je lisais, je lui faisais pas changer de voix quand il était Batman ou quand il était Bruce. Hein. Et en fait, je me suis fait la réflexion que ça, c'était vraiment né avec Christopher Nolan. On était plus sûr, et Christian Bale, on était plus sûr. Moi, j'étais plus du partisan de dire que dans le Batman de Nolan, il a un truc qui modifie sa voix. Parce qu'il me semble me souvenir que dans la Batcave, en fait, il a un truc pour modifier sa voix. Franchement, je suis à 2 doigts de me retaper la trilogie pour savoir si j'ai raison. Alors, il me semble même pour avoir bossé sur... alors, c'est une anecdote tout à fait personnelle et professionnelle aussi, pour avoir bossé sur des articles de presse qui parlaient de Batman Begins quand il est sorti et qui parlaient de tout le... Enfin, je sais plus si c'est Batman Begins ou The Dark Knight, quand il y a eu la tuerie dans le Cinoche, là. C'est Dark Knight. The Dark Knight, en fait, j'avais bossé sur l'information avec mes élèves et on bossait sur ces articles, en fait. Et dedans, il parlait du rôle de Christian Bale, c'est lui qui avait eu l'idée de modifier la voix, sans l'accord de Christopher Nolan, de modifier la voix quand il était en Batman. Et en fait, Christopher Nolan, quand il a vu ça, il a trouvé ça tellement badass qu'il lui a dit vas-y, continue, mon gars, t'as complètement raison. Et le Batfleck aussi, et là pour le coup c'est sûr, a une voix modifiée pour le coup transistor. Parce que Ben Affleck il est pas capable de faire ça, alors que Christian Bale si. Oui, mais il est bien capable d'autres trucs que Christian Bale n'était pas capable. Une chose est sûre, la péno. Donc c'est la première fois où je me suis fait la réflexion qu'en fait, alors c'est pas la première fois que je me rendais compte qu'il y avait une proximité avec les vilains qui poursuivaient et que finalement Batman n'était finalement qu'un fou qui faisait justice. Mais là, je trouvais que, enfin pour le coup, ça m'a vraiment frappé au visage comme ça. Parce que là pour le coup c'est juste un mec qui prend une autre voix en fait, il est juste complètement schizophrène, le mec, il est complètement il a une double personnalité quoi. Et du coup je trouve que sa folie est encore plus palpable et sa proximité avec les mecs qui poursuit l'est encore plus, et je m'étais vraiment jamais rendu compte à ce point mais qu'en fait, c'était juste un mec avec 2 personnalités qui changeait de voix tel l'exorciste, quoi. Enfin, c'est juste un truc de malade. Tu le fais très bien, Jules. Mais merci. Je m'entraîne devant ma glace. Je suis très
Donc le je suis Batman, forcément, qui pète, hein, faut dire ce qui est. Il cherche un téléphone. Il essaye de déduire des choses. Il en déduit que vu qu'il n'a pas de signal, il doit être dans un souterrain. Il reste sur la déduction malgré le fait qu'il soit en piteux état. Et tu sens que le détective prend le dessus. Il va tenter forcément de rejoindre la surface. Et c'est là que ça va coïncider, puisque à la fin de l'épisode 5, Barbara arrive. Nous enchaînons donc avec l'épisode 6 qui commence exactement où l'épisode 5 s'était arrêté. Elle lui dit que tout le monde le croit mort, elle lui explique un peu la situation, en tout cas le contexte dans lequel il a été enlevé. Elle lui dit qu'il n'y a que nous qui croyons au fait que tu ne sois pas mort. L'autre il dit « Nous ?» Et t'entends l'autre qui dit « C'est donc à ce moment-là que j'entre en scène !» Il est vraiment trop fort. Ah mais moi ça m'a fait sourire à chaque fois. J'adore. Et effectivement, il a ce côté un peu gentleman et un peu avec un flegme qui n'appartient qu'à lui. Et effectivement, à chaque fois, tu as le petit sourire, tu as la petite phrase sympatoche. Il lui dit tout de suite et sans détour que de toute façon, calme-toi, je suis au courant de tout. Bon, il n'est pas à l'abri de s'en manger une, hein, je pense qu'il se fait empoigner bien comme il faut. Ouais. Et Barbara défend Nigma. Elle accourt, elle vole à son secours pour dire à Bruce. Elle a un petit faible pour ce sphinx. Hein. Oui, on sent que, en tout cas, elle la bonne, quoi. Batman, du coup, après, ce débrief éclair de Barbara, il en déduit que Sturk n'est qu'une arme et que le méchant, c'est Strange. Et là, à ce moment-là, quelqu'un vient. Je me souvenais plus du tout de cette scène, entre parenthèses. Et donc, quelqu'un vient, c'est les deux gars qui viennent de se faire botter le cul qui se ramènent. Tu sens que Bruce, pour le moment, même s'il a réussi à mettre à mal 2 gardes, il est encore dépendant des autres. Et que il est vraiment obligé de se faire porter. Et là, le but, c'est d'aller jusqu'à la bagnole, quoi. Il réentend des voix. On sent que les drogues, elles font effet. D'ailleurs, le sphinx se fout clairement de sa gueule. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment très drôle. Et ils en viennent à ne pas pouvoir compter sur Bruce pour se défaire des 2 gardes. Et surtout du garde qui est près de la voiture en question. Et pendant ce temps-là, il y a le sphinx qui fait diversion. Qui fait diversion comment ? En posant une énigme. Forcément. Énigme qui, à chaque fois, je ne les retiens pas, c'est mort, c'est mort. Là, la réponse, c'était l'attaque. Mais alors, refaire l'énigme, j'en serais bien incapable. Et donc, le sphinx fait diversion pendant que Gordon arrive par derrière pour lui mettre un coup de crosse. Dans la voiture, on a une espèce de déduction faite par le sphinx. Bruce entend encore des voix. Lui, il part du principe où il doit se concentrer et il ne trouve rien de mieux à faire que de lui poser des énigmes, faire renaître Batman par son intelligence et par son esprit de déduction de détective. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Qu'en avez-vous pensé ? C'est très très bon. J'aime bien le rôle, le personnage du Sphinx. Je trouve qu'il est, il est parfaitement écrit, je trouve, et la façon dont il est interprété, on est à la limite, quoi. Vraiment, le gars, il est, c'est très très bon, très très bon. Et tu te dis qu'il a que sa réponse à toutes les questions, c'est faisons une énigme. Mais c'est ça, mais complètement. Diversion, énigme. N'importe quoi de toute façon. Mais moi, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a un côté un peu gamin dans la bagnole à faire des énigmes. Et je trouvais qu'il y avait un côté ludique à ça. Et moi, je me souviens quand j'étais gamin, inventer des énigmes, alors complètement à la con, et pas du tout à la hauteur du Sphinx. Mais du coup, c'était assez drôle. Que je pensais être des blagues d'ailleurs, qui n'en étaient pas. Il y a je sais plus si c'est le Sphinx ou Barbara qui dit qu'il faut l'amener à l'hôpital. Il me semble que c'est Barbara. Bruce insiste pour ne pas aller à l'hôpital. Elle dit qu'il sait où aller. Il se retrouve donc devant une pharmacie qui est, semble-t-il, une planque de Batman, une planque de Bruce.
Quand ils arrivent à l'intérieur, il y a Alfred, qui, lui, a décidément tout ramené. Hein. C'est là que j'ai ma première interrogation. C'est-à-dire et je me suis dit, mais Alfred, est-ce qu'il passe ses journées dans cette pharmacie? Parce que... Mais comment il savait qu'il allait aller là? Bah c'est ça. Alors là, en y réfléchissant, je me dis, est-ce qu'il a reçu le message? Mais à aucun moment, Bruce lui dit, on se retrouve à la planque de la pharmacie, parce que peut-être qu'ils ont plusieurs planques. Il aurait pu dire, je vais à la Batcave. Non. C'est-à-dire qu'en plus, à la pharmacie. Imaginons que ces planques, ce soit des pharmacies, j'ai pas dans l'idée qu'il en a qu'une. Ça n'aurait aucun sens. Il ne doit pas avoir qu'une seule planque dans tout Gotham, tu vois. Il a la Batcave et une pharmacie. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Il avait une chose sur deux, il a dit, allez, j'attends à la pharmacie. Tu sais, allez, on attend. C'est complètement con. Et du coup, Bruce lui dit, Alfred, il va me falloir les antitoxines à action rapide, C, D et Z. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vu les effets que ça fait, tu vas me mettre un cocktail de C, D et Z. C'est surtout que Alfred, c'est à ce moment qu'il lui dit tout est déjà prêt, monsieur. Mais c'est ça. De la même manière que notre Alfred fétiche. Oui, voilà. J'adore. Le mec est au taquet, mais de toute façon, cet Alfred, franchement, le casting vocal, moi, je le trouve nickel. Hein. Franchement, parce je crois que j'ai jamais été déçu par l'interprétation, par les Alfred qu'on nous a proposé de voir dans les différents films déjà. J'ai jamais été déçu, je crois. Mais jamais un Alfred m'a déçu parce que ce personnage, je pense qu'il il est fait pour être bien joué, ce personnage. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer, à développer mon idée, mais je pense qu'il est écrit pour être... On peut pas ne pas faire autrement que de bien le jouer. Il est tellement bien écrit, ce personnage. Il est tellement... Ouais, c'est... Mais toi, du coup, tu le... Non, du coup, je pense au Alfred de The Batman, que je n'ai pas trouvé fou. Ouais, mais je pense que c'est pas spécialement... Pour moi, pour The Batman, c'est pas une question d'acting. C'est plus une question qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aussi. C'est ça. Non, je suis assez d'accord. T'as pas trop l'occasion... Moi, je trouve que juste la petite digression, que le film joue beaucoup sur le fait que tu connaisses déjà potentiellement la relation Bruce-Batman et que c'est ça qui t'y attache. Oui, et pas, si tu connais pas du tout l'univers, je vois pas comment tu peux ressentir vraiment cette empathie envers ce lien entre les deux personnages, parce qu'il n'y a pas énormément de scènes entre les deux qui puissent te prendre émotionnellement, quoi. Et du coup, on parlait d'Alfred et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mettez les toxines. C'est pas grave. Tout est déjà prêt, monsieur. Il y a le Sphinx qui arrive et qui... alors, ça aussi, j'ai trouvé que la réplique était vraiment bonne parce que tantôt il insulte son père, tantôt il montre son respect. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien écrit. J'ai adoré cette tirade-là sur Gordon, elle est vraiment top, ouais. Et c'est ça que je voulais dire, ça y est. Du coup, toi, Nico, t'as toujours un souci avec la voix de Barbara ou c'est passé? C'est passé parce qu'elle est toute seule, là. Ah, du coup, c'était ses interactions avec Montoya. Avec Montoya, ouais, qui me... Et ça me l'a refait une fois que elle répond. Quand elle a parlé avec Montoya? Ah ouais? Ouais, ça me l'a refait. Alors, c'est pas que je confonds les voix, c'est pas ça, en fait, mais c'est juste que je trouve que ça... Alors, j'ai déjà... Là, ça l'a confirmé. J'ai l'impression que les deux personnages... Enfin, les deux personnages. Pas les personnages, mais les acteurs, les actrices, pour le coup, elles ne sont pas trouvées. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Oui, pas d'alchimie entre les deux, quoi. Elles jouent des copines qui n'en sont pas, quoi. Ouais, ça passe pas. Autant Barbara, enfin le personnage, enfin autant quand il y a Barbara Enigma, ça passe crème. On sent qu'il y a une complicité entre les deux acteurs. Du coup, autant Batman, Barbara, pareil, enfin Bruce Wayne, Barbara, pareil. Mais là, Barbara Montoya, les deux actrices, il n'y a pas l'impression qu'elles se sont rencontrées, qu'elles se sont trouvées en fait. Il n'y a pas de complicité entre les deux. Et toi, au niveau du casting, Léna, est-ce qu'il y en a que t'aimes pas, que t'aimes beaucoup? Ah non, moi, franchement, j'adore André Dussolier, bien sûr. J'aime beaucoup. J'ai plus son nom, de celui qui fait Flash. Je trouve que ça colle. Guy Lecluse. Je trouve que la voix colle super bien. J'aime beaucoup Alfred. J'aime beaucoup celui qui fait Thomas Wayne. Moi, Thomas, c'est mon préféré. Les voix, elles sont... mais vraiment, tu sens des... Enfin, il y a des acteurs qui sont très bons, mais au niveau de la voix, là, on sent que c'est un casting vocal, entre guillemets, qui est fait pour ça.
Enfin, c'est des voix vraiment qui t'accrochent et qui t'aident à adhérer à l'univers. Et vraiment, non, pour l'instant, je suis vraiment convaincu par tout ce qu'on a pu avoir. Tout à fait. Je viens de me rendre compte d'un truc qui me fera penser à t'en reparler plus tard. Oui, il lui fait du coup, vu que comment il s'appelle, le Sphinx parle de son père, Barbara donc lui rappelle sa promesse du fait qu'il doit lui dire ce qui s'est passé et de pourquoi il a poignardé Gordon ce fameux soir. Il lui dit qu'en fait, c'est pas lui qui l'a poignardé et que ce soir-là, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait un autre flic ce soir-là. Et elle réagit, elle s'en souvient donc, et c'est Flas qui était là. Donc c'est Flas qui a poignardé Gordon. Montoya rappelle, cette fois Barbara décroche, Batman Bruce est sur pied, les antitoxines ont marché du feu de Dieu, elles sont décidément à usage rapide. Très efficace. Ah non mais carrément. Il précise donc que, comment il s'appelle, Strange déterre les souvenirs et les déforme. Et alors là, il se barre dans une explication que j'ai dû me repasser, qu'on a dû se repasser. Sur la clé mémorielle, moi, j'ai toujours pas compris. Donc si vous avez... La clé mémorielle, il y a 3 façons de protéger quelque chose. Soit tu as un badge, soit tu as un mot de passe, soit tu as un scanner, qui soit rétinien, empreinte, complètement. Bon, j'ai compris. Bon. La clé mémorielle, c'est ces 3 trucs-là à la fois. Puisqu'en fait, c'est un schéma cérébral que seul lui peut générer par rapport à un souvenir précis. Mais je comprends pas pourquoi c'est les 3 à la fois. Genre, ils vont faire quoi pour cambrioler? Vas-y, explique-moi. Parce que... justement, c'est le fait de te souvenir d'un truc. Pour moi, c'est un chemin. C'est un chemin de pensée, un cheminement de pensée qu'il faut avoir. Donc c'est une combinaison de tout ça pour avoir un truc. Alors après, dans les faits... Mais dans les faits, tu vois, c'est ça que je me pose la question. C'est je ne me représente... Il va pour ouvrir et il dit quoi? Mais la clé mémorielle, c'est la musique du piano. Je ne me représente pas une clé mémorielle. Tu vois, tenez, c'est ma clé mémorielle. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais je sais pas quel... Tu es peut-être trop rationnel, tu vois, mais moi, je comprends. Comment il va ouvrir le truc, là? Quel aspect ça? Tout à fait. Parce qu'effectivement, une empreinte, je vois bien. Si je puis me permettre... Vas-y, Nico, éclaire notre lanterne. Plus subtil que ça, c'est-à-dire que quand il parle du badge, il dit que c'est quelque chose qu'on possède. Oui. Quand il parle du mot de passe, il dit c'est je sais plus là ce qu'il dit exactement. Quand il parle du scan rétinien, il dit c'est quelque chose qu'on met. Qu'on est, oui. Et quand il parle du badge, du mot de passe et du scan rétinien, c'est juste des exemples pour éclairer ce qu'il dit sur ce qu'on est, ce qu'on possède, etc. Et en fait, tout ça, ces 3 choses-là, elles font référence à un schéma cérébral, c'est ce qu'il dit, qui va générer un souvenir précis. C'est ce que je viens de dire. Et non mais, en fait, c'est pas en fait, comment dire, la clé mémorielle, c'est pas un badge, un mot de passe et un scan. Non. Mais apparemment, elle n'a pas compris. C'est des choses abstraites en fait qui sont dans le cigare d'un individu susnommé. Mais vu que c'est déjà cérébral... Oui, mais ça me dit pas. Ça me dit pas comment il va faire pour ouvrir le coffre. Non, mais en fait, Léna, ce qu'elle voudrait qu'on lui dise, c'est que la clé mémorielle, c'est une clé USB. Ça, elle peut se l'imager, elle comprend. Tu vois voilà, une mélodie, elle pourrait presque comprendre. Mais là, une clé mémorielle, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est donc un schéma cérébral, donc un schéma de pensée par rapport à un souvenir précis. Donc effectivement, c'est inviolable. Pour t'éclairer ta lanterne, tu vois, t'es dans une cave à vin. Ouais. Il y a 3 éléments qui sont obligatoires pour pouvoir apprécier le vin. C'est le bruit de la bouteille dans le casier que tu retires. C'est le bruit de la bouteille que tu débouches le bouchon. Et c'est le bruit du vin qui coule dans le verre. Voilà. Et là, tu apprécies le vin à sa juste valeur. Ça en fait pas un truc pour une serrure, on est d'accord. C'est la clé pour le plaisir. Oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, n'empêche que... Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est hyper balèze.
C'est-à-dire qu'avant d'essayer de pirater ce système, faut déjà le comprendre. C'est ça. Et c'est chaud. En fait, ce que je comprends toutes vos explications, y a pas de souci. Mais j'ai du mal à comprendre comment on peut relier quelque chose qui n'est pas, enfin, qui est très abstrait à quelque chose qui va être très, très pragmatique, d'avoir une serrure ou un coffre. C'est vrai. Comment il fait, Bruce? Est-ce qu'il se met devant sa porte et Oui, c'est ça. il pense fort? Comment ça? On sait pas en fait. C'est des ondes magnétiques, tout ça. C'est la la lune, barre de signal. On le saura peut-être dans la suite, mais en plus après t'as une double explication, je pense que tu vas y venir, où il explique à Barbara ce qu'il doit faire, ce qu'elle doit faire. Si... Oui. Elle a l'air de comprendre, mais Complètement. À l'occasion, il va arriver, tu sais, au dernier épisode, il va arriver devant une porte, il va faire Bruce Wayne, et puis il va passer. Ce sera ridiculement. Voilà. Toujours est-il que il explique que pour ça, lui, il va devoir choper comment il s'appelle, Strange. Donc il va se rendre à Arkham, puisque plusieurs fois on t'explique, et le Sphinx d'ailleurs l'explique à un moment donné, que il est le médecin en chef d'Arkham, si je dis pas de psychiatre, je crois, chef d'Arkham. Donc il décide, Bruce, d'aller à Arkham, alors sous les traits de Batman, hein, il ne va pas y aller en Bruce, et parce qu'il est censé être mort, hein, pour ce... tu vois. Et Gordon, elle, va chez Wayne Enterprise pour aller sur le coffre, justement, et donc sans clé mémorielle non plus, elle, mais en tout cas... parce qu'il lui donne pas, enfin peut-être qu'il lui a donné, mais on sait pas. C'est ça. Pour intercepter Stark, qui, lui, est censé, vu que c'est le sous-fifre de Strange, aller donc au coffre avec la clé mémorielle. Donc en gros, dans les deux cas, il faut qu'il y en ait un qui chope Strange, parce que peut-être qu'il va passer chercher la clé mémorielle, et sinon, il faut aussi aller au coffre, parce que peut-être qu'il l'a déjà. Ils prennent la décision, le cas échéant, de l'enfermer dans le coffre. C'est-à-dire que, si Batman arrive à Arkham et qu'il est là, il lui pète sa gueule. Gordon, elle arrive, elle l'enferme dans le coffre. Elle répond à René. René lui dit qu'elle a flasse au cul. Façon de parler, hein, pas en vrai. Mais c'est excellent parce que ça transitionne avec ce que je voulais dire. Le truc au cul, là, parce que je trouve que particulièrement dans cet épisode, il y a énormément de grossièretés qui m'ont fait saigner les oreilles. Ah bon? Putain, trop du cul, tout ça, le je sais pas quoi, Comics Code, machin, aux Authority, États-Unis, ouais, on n'était pas là. Authority, on n'était pas. Tu sais, à mon parti avis, faire pipi. déjà à l'autopsie, on lui disait au revoir bien comme il faut, hein, dans le premier épisode. Non, mais là, particulièrement, j'ai trouvé, en l'espace de 2 ou 3 minutes, on a un échange de grossièreté. Peut-être que Douglas a dit c'est maintenant. Allez-y, dites ça arrive 2 minutes. C'est 2 minutes. Lâchez-vous. Du coup, Eratum, elle n'a pas du tout répondu à Montoya lors d'un appel précédent. Hein. Elle a appelé, mais elle ne répondait pas. Et donc, elle Barbara, putain, elle lui a dit. Flash. Qu'est-ce que tu branles? Putain, salope. Flash éteint son cul avec tout le groupe d'assaut. C'est quand même chaud. Ça fait beaucoup. Elle lui dit que le groupe d'assaut arrive et on entend dans le même temps une sommation de Flash qui les somme de sortir les mains en l'air. On appelle le petit truc, parce que j'ai voulu le noter et je savais pas. Tu sais où tu parles. Le mégaphone. Voilà, mégaphone. Merci. Le petit truc. Sortez, vous êtes samé. C'est Flash. Sortez d'ici tout de suite, avoir l'air. Donc en tout cas, sommation de Flash. Batman dit cachez-vous derrière le comptoir, il est blindé. Tu dis mais t'es complètement marteau parce que effectivement, il est frappé le Batou. On le sait maintenant. Une fusillade éclate, il pulvérise la pharmacie. Bien content en tout cas que Bruce soit prévoyant. Est-ce qu'on n'aurait pas pu plutôt blinder la pharmacie plutôt que le comptoir? C'est pas faux. Et donc nous nous rendons compte que Lena est encore plus débile que Batman. Le Sphinx s'en prend une. Et là, Bruce, pardon, lapsus, dit Alfred, vous avez la Bentley? Oui, blindé et prêt à faire feu.
Non. Il lui dit, mais enfin, vous me prenez pour qui? Non, ça c'est à l'autre question, s'il te plaît. Ah non, si? Ah si, oui, et Jules a raison. Donc une il fois. dit la Bentley machin. Oui, c'est vrai. Oh la vache. Vous prenez le Sphinx et amenez-le à l'hôpital. Donc il se soucie quand même du truc. D'ailleurs, il lui dit juste avant qu'il ne laissera pas faire place. Il ne le laissera pas le tuer parce que le Sphinx commence à avoir les miquettes. Hein. Il sent le vent tourner quand même peut-être. Et là, il lui dit: vous avez mon costume de travail, Alfred? Mais oui, et là, il fait, mais enfin, vous me prenez pour qui? Donc le Sphinx à l'hôpital et Barbara lui dit: mais Bruce, qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre il répond: mon travail, Barbara, mon travail. Flash a quelqu'un à la radio, alors ça c'est très rigolo, hein. Le mec lui dit ouais, je vois un vieux se barrer avec le Sphinx. Et l'autre il dit: un otage? Non, un chauffeur. Un chauffeur. Ça c'est assez drôle. Ouais, bien fait. Franchement, elle était vraiment bonne. Ouais. Bat est sur le toit. Il balance des grenades de fumigène. Une fusillade éclate. On s'ensuit des coups d'une extrême violence. Hein. Il y a quand même un moment donné où t'as Flash qui dit: hey, les gars, faites pas vos fiottes. Il y a Batman, mais dégommez-le. Elle m'a aussi fait rire. On entend des coups, mais on entend aussi des batarangs. Et j'étais très content d'entendre ça. Ouais. Et je trouve ça fou de... Tu vois, juste tu comprends que c'est des batarangs avec ça. C'est quand même mortel, quoi, quand tu y penses. La classe. Parce que, non, mais clairement, c'est pas le même bruit. C'est quand même plus subtil qu'un coup de feu ou qu'un pistolet laser, ou tu vois. Ah, mais tu l'entends bien quand t'es concentré. Ouais, vraiment, ouais. Et je sais pas vous, alors parce que vu que tu nous demandes notre avis, mais j'ai beaucoup aimé cette séquence avec les flics. Parce qu'en fait, il y a eu toute la panoplie en fait sonore qu'on peut attendre d'un podcast, avec des sons au loin, des sons dans le talkie-walkie, les bruits justement à fusillade, les portes qui claquent. Tous ces bruitages, en fait, moi j'ai kiffé vraiment les dialogues aussi. On en parlait, la dialogue un peu léger, un peu comique, mais quand même, il y a à un moment donné, il y a de la panique aussi qui s'installe. Je trouve que ça c'était hyper bien transcrit dans cette séquence avec les flics. Et j'ai trouvé que c'était, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, mais encore une fois, c'est exacerbé par le fait que ce soit que de l'audio, parce que je suis pas sûr que dans le contexte de la série la Batman Autopsy, on ait eu une scène aussi bâtarde que celle-là en vidéo. Mais j'ai kiffé vraiment beaucoup. Voilà. Bien fait. Ah non, mais clairement, effectivement, tu as un florilège de tout ce qui se fait et complètement, quoi. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment optimisé pour l'audio. Tu dis pas oh, je suis perdu, je sais pas du tout ce qui se passe. C'est vraiment. Non, mais c'est ça. Fait, quoi. La scène est hyper lisible, quoi, en fait. Et par contre, moi, ce qui m'embêtait un peu plus, c'est que je trouvais que c'était un peu, justement, prétexte à ça. Dans la mesure où, en gros, ils foutent sur la gueule des flics et finalement, d'un seul coup, Batman se barre. Et terminé, quoi. Et eux, ils remballent les Gaules, ils viennent de se prendre une dérouillée et ils se tirent. Quoi. Ça serait que bon, allez, c'est bon, on a fait la scène. Chacun repart de son côté. On va attendre que ça cicatrise et on revient demain. Gordon, donc il y a quelqu'un qui dit: alors Gordon travaille avec le Sphinx et Batman. Donc Flash s'est débarré, apparemment, effectivement. Il y a, comment elle s'appelle Gordon, pardon, qui du coup dit un truc: les ordures à la poubelle. Donc ça, effectivement, c'est une phrase que répète son père, et je crois l'avoir déjà entendu en plus, notamment dans la série animée. Elle lui explique qu'ils refont le bilan de où ils doivent aller. Blanc, quoi, où t'aurais pas compris. C'est exactement ça. Parce que bon, avec tout ce qui vient de se passer, peut-être on ne sait plus, tu vois. Donc effectivement, toi, tu vas chez Wayne. Enfin, toi, tu vas... Merde, je me trompe du coup. Toi, tu vas à Arkham, et puis moi, je vais chez Wayne Enterprise. Et puis, ah bah merde, il est parti. Ouais. Donc effectivement... Ça, c'était très drôle. Ça, c'est super. Vrai clin d'œil, franchement. Mais complètement, effectivement. Comme son père avant elle, elle se retourne, et il est déjà plus là. Bat arrive à Arkham, il est à l'oreillette, en tout cas avec Barbara qui l'a appelé. Il demande le bureau du Ghost Strange. Il arrive dans son bureau. Strange est mort. Et là, tu comprends
que la bête est lâchée, en fait, et que la vraie bête, que le vrai méchant de toute cette histoire, c'est celui que j'adore depuis le début, à savoir le moissonneur, puisqu'effectivement, tu sens que l'élève a dépassé le maître, que c'est lui qui prend les rênes, et que c'est lui qui a foutu du sang partout dans son bureau, qui l'a buté, qui a la clé mémorielle, et qui se rend chez Wayne. Donc à l'occasion, le prochain épisode, il commence, le moissonneur est devant Barbara. Ou derrière. En tout cas, ça va faire mal, franchement. Ça annonce du lourd. Ça annonce du très très lourd, franchement. Encore une fois, je vais pas vous redemander ce que vous avez pensé de cet épisode, parce que je le sais déjà, puis on l'a dit tout au long de ce podcast, mais qu'est-ce que vous attendez du coup des prochains? Est-ce que vous avez une théorie ou pas? Alors, c'est plus vraiment l'heure des théories, mais plus qu'est-ce que vous espérez voir dans les prochains épisodes? Ou entendre. Moi, ce que je disais à Nico, c'est que j'étais quand même un peu déçu qu'il nous ait tué André Dussolier, tu vois. Je me suis dit, mais on va plus l'entendre. Comment Donc on s'est dit, pendant que tu as été chercher de l'eau, on s'est dit que peut-être c'est une mise en scène de sa propre mort, pour nous faire croire que c'est le moissonneur qui est derrière tout ça, et qu'en fait, c'est quand même Hugo Strange qui tire les ficelles, parce que moi, il nous a habitués à ça dans les comics, Hugo Strange, à faire des retournements de situation, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais des retournements de situation, tu vois. Pour citer Barada, mulet dans nos cœurs, ou Émile, tu peux prendre pour un con 1000 fois une personne, mais tu peux pas prendre pour un con une fois 1000. Je ne sais plus où j'en suis. Mais bref, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il l'a déjà pris pour un con, Hugo Strange avant. Il va pas le reprendre pour un con. Pour moi. Non, mais on est d'accord que c'est pas la théorie la plus plausible, mais bon. Et non, on a dit ça parce que tu voulais revoir, réentendre André Dussolier. Voilà. Moi, je me dis, on sait jamais quoi. Après, je trouve qu'il y a quelque chose de logique à ce qu'il ait entre guillemets un petit rôle. En termes de temps, je parle. Il y a quelque chose de logique. Non, mais un petit rôle, mais aussi prestigieux, je pense. Aussi, j'aimerais bien voir d'ailleurs le casting vocal de Batman Unburied. Est-ce que c'est quelqu'un de connu aussi qui interprète le rôle de Dr. Hunter, tu vois? Ouais. Après, je vois bien la suite commencer par comme tu as dit, Stark qui a rejoint Barbara, et peut-être Batman qui découvre qu'il manque un organe à Strange, peut-être. Est-ce que l'autre ne se serait pas barré encore avec un petit morceau à soutenir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors moi, je serais autre idée aussi, je serais pas forcément étonné, parce que j'ai du mal à croire qu'il soit allé à Arkham pour faire juste un aller-retour. Il y a un moment donné, je pense qu'on va voir des vilains, en fait. Est-ce qu'il va y avoir une émeute? Est-ce qu'il va y avoir un truc? J'en sais rien. Mais, de toute façon, il reste quand même 4 épisodes. Hein. Ouais, il y a 4 épisodes, alors que finalement, il pourrait être résolu. Je veux dire, il pourrait rechoper Stark et puis pas mal. Moi, je pense que Stark, à un moment donné, il va peut-être même retenir Barbara en otage. Où il va y avoir un truc. Mais il y a quelqu'un au-dessus, peut-être aussi, au-dessus de Stark. On pensait que c'était Strange. Mais ça, tu vois, j'espère pas. Mais non, mais j'espère pas. J'espère vraiment qu'on va faire de Stark un grand méchant machiavélique et complètement... C'est vrai que moi, j'aimais bien les vibes du tout début où il y avait vraiment cette dualité entre Bruce et le moissonneur. C'est ça, il y avait vraiment ce truc un peu d'enquêteur et de tueur qu'on retrouve un peu dans The Batman, par exemple, cette dualité, cette chasse qui te prend un peu aux tripes. Donc, moi, je le vois bien capturer Barbara et peut-être vouloir lui retirer aussi un organe. Peut-être. Et donc, Mais ouais, non. Arrivera-t-il à ses fins? Mais c'est pareil, je serais pas étonné. Je te dis, à Arkham, à mon avis, il va y avoir un truc, parce que c'est quand même étonnant qu'il soit à Arkham, qu'on Joker, Double Face, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça assez audacieux, entre guillemets, de
et plutôt malin de prendre par exemple la première fois qu'il va à Arkham, vous en aviez parlé dans le dernier épisode, et qui passe devant toutes les cellules, de prendre des méchants qui sont pas forcément les plus prestigieux et pas forcément les plus connus. On aurait pu tomber dans la facilité, allez, j'envoie le Joker, j'envoie Double Face, j'envoie Bane par exemple, et là c'était vraiment des méchants qui sont un peu moins connus du grand public, et je trouvais ça plutôt cool. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, même, il y avait Calendarman. Quand t'as pas lu, par exemple, Batman Allant Halloween, dans l'absolu, tu le connais pas, quoi. Enfin, et pareil, hein, c'est... Attends, Tench? Non. Non. Trench? Enfin, le Chapelier, quoi. Ah, le Chapelier. Et bah, pour le coup, c'est pareil, hein. Quand tu connais pas bien Batman, tu connais pas bien non plus, celui-là. Hein. Mais en même temps, Batman a quand même une galerie de personnages. De méchants qui est quand même franchement, super qui est quand large. même folle, quoi. Il est super riche, quoi. Non, mais c'est clair. Franchement, c'est clair. Mais en tout cas, c'était très très cool de faire ça avec vous une fois de plus. Bah, merci beaucoup. Encore une fois, c'était pas prévu, mais merci Léna d'être passée. Si tu veux repasser, il y a merci à vous de m'avoir proposé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet après-midi, dans la conversation, tu nous as envoyé j'ai écouté les épisodes, c'est trop cool. Et puis, j'ai écouté les épisodes et les débriefs. Et du coup, c'est trop cool. Et du coup, bah, voilà, on t'a proposé et on est super contents. Avec plaisir. Et j'ai la distribution, si vous voulez. Vas-y. Je connais personne. En anglais? De la VO. Dr. Hunter, c'est qui, du coup? Alors, c'est John Rhys Davis. Ça vous parle pas, voilà. Ah, par contre, si Alfred, c'est Jason Isaacs. Jason Isaacs, attends. Il fait celui qui fait Lucius Malfoy dans Harry Potter. Il joue dans. Ah ouais. Ouais. D'accord. Donc il fait lui dans la VO. Il fait Alfred. Alfred, d'accord. Ah, ça lui va bien, ceci dit. Il va falloir que j'aille voir, tu vois. Ouais, regardez, parce que moi, il n'y a pas grand monde que je connais à part lui, en fait. Enfin, je les connais peut-être de vue, mais pas de nom. Et du coup, Léna, où on peut te retrouver Eh bien, vous pouvez me retrouver dès mardi prochain à 20h sur Twitch dans Comics Discovery avec une équipe sémillante, comme mon patron aime à le dire. Si je ne suis pas viré d'ici là, mais je pense que ça devrait. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot. Il l'adore. Il l'adore. Tu connais le titre de l'ouvrage? Ouais, on va faire sur Swamp Thing de... je sais plus bien. Mais je l'ai vu passer un peu, j'étais en Infinite, là? Swamp Thing Infinite? Ouais, je pense, ouais. Attends, je te dis ça 30 secondes. Et sinon, bientôt, je sais pas quand est-ce que sortiront les Batman animés qu'on a fait avec vous. J'en sais rien, ouais-même. Un jour. Swamp Thing de Sam 5 et Mike Perkins. Living Glacé. Ah oui, c'est l'Infinite. Ouais, c'est l'Infinite, ouais. Et un geek en série de prévu dans pas longtemps? Et un geek en série qu'on enregistre dimanche. Et donc qui devrait sortir fin du mois, là. Et ne dis pas le titre, je sais que... Et je ne dis pas le titre, Faye vous mettra des petits indices pour deviner de quoi ça traite. Mais ce sera un geek en série avec James, alors peut-être que tu ne vas pas partir sur celui-là, je te dirai s'il y a du spoil ou pas. D'accord. Pour la partie sans spoil. En tout cas, Nico, vous nous retrouvez dans les Saturday Night Geek Live, dans les Batman, le podcast animé, dans plein d'autres choses, comme les RDDT, les Ciné des Manches ou les Brock Live. On est très content de vous retrouver, on est très content de faire cette émission qui n'était aussi pas prévue, et on est très content comme ça toutes les semaines de se voir pour en discuter et débriefer, et on a hâte d'être au prochain. Et puis pensez à liker, à nous partager, à commenter, et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, et puis à activer la petite cloche qui fait ping 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 pour recevoir les notifs, pour savoir ce qu'on fait, quand, comment, pourquoi, qui, où, qui se sait. Nous-mêmes, on ne sait pas forcément pourquoi. Nous-mêmes, on n'a pas activé la cloche, donc c'est pour vous dire. C'est vrai. En tout cas, on vous fait des gros bisous, on vous dit à ciao et à bientôt. Allez, bisous.